Salut. Ça va Mélo? Ouais, bah je suis toujours très surpris des débuts de live et tout, mais c'est très correct. Comment tu vas? Ça va. Ça fait plaisir de te voir en vrai. Oui, là je fais autre chose qu'être le dos d'une chaise, donc c'est sympathique. Comment s'est passé ton ouragan? Ah, ça a été ok, ça a été long au début, donc vu que chaque septembre ils annoncent un ouragan, je me suis préparée, mais pas plus que ça. Et en fait, c'était un gros ouragan. C'est le plus gros que le Canada Atlantique ait connu, selon les... notamment au niveau des pressions. J'ai lu qu'ils avaient eu les plus basses pressions jamais enregistrées, tu vois, en plein cœur dans l'œil de l'ouragan, tu vois. Donc c'est un sacré record. Mais ça me surprend pas. Puis quand on regarde la photo satellite de l'île du Prince-Édouard, c'est pas du tout la même chose. L'érosion, c'est un problème. Carrément. Donc, ouais, mais on a de nouveau toutes nos connexions et tout, donc je peux pas me plaindre, là. Nice. C'est ça. On sait qu'il y a encore des gens en Nouvelle-Écosse qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas d'électricité, et donc du coup, ils nous regardent pas ce soir, donc on s'en tape. Mais c'est quand même important d'avoir une pensée pour eux, tu vois. Voilà, comme pour toutes les personnes qui galèrent un petit peu. Et qui nous regardent pas quand même, bah, c'est dommage. Aujourd'hui... c'est comme ça. En replay, ça va. Oui, en replay. Aujourd'hui, on va faire comme d'hab. Comme d'hab et pas comme d'hab. Ouais, c'est ça. Petit tour d'actu international francophone. On a pas mal focus sur ce qui se passe en Afrique. On a pas mal de news en général. Ensuite, toi, tu vas nous faire un petit... C'est pas... un moyen. Ouais, un moyen... C'est pas un qu'est-ce que c'est que cette merde. Non, c'est ça, parce que je me disais que c'était plus sérieux, et qu'est-ce que c'est que cette merde, pour moi, c'est vraiment un moment où on réagit à quelque chose qui est ridicule et dont on peut quand même un peu rire. Donc là, c'est un sujet plus sérieux. Mais bon, c'est quand même de la merde aussi, mais plus sérieuse. Donc on va faire ça. Ok. Ensuite, moi, je vous parle un petit peu des origines du Front National, parce qu'on a vu qu'en Europe, actuellement, c'est un peu la pagaille autour de l'extrême droite, en général, et que c'est un petit peu nos ennemis dans la réflexion générale. Puis si on veut tous se sauver, va falloir un petit peu essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire, et surtout l'élection italienne de la semaine dernière, dont on parlait la semaine dernière, et notamment les origines fascistes de Madame Meloni, me faisait me poser la question... Est-ce qu'on a aussi de notre côté des partis d'extrême droite d'origine fasciste? Et il se trouve que j'ai quelqu'un que je vais pas dire que j'aime bien, donc pas du tout, mais quelqu'un que je suis depuis un petit temps. Il est décédé, mais c'est un petit enfoiré dont on va parler du coup dans cette deuxième partie. Donc Léon Gauthier, voilà, ce sera mon petit coup d'actu historique à mettre en perspective. Ensuite, on se fait une pause. Et on se retrouve pour une seconde partie Élection Québec. Yes. Avec une invitée, Ludmilla. Normalement, Vivien, il peut mettre le portrait de Ludmilla. Ah oui, ça doit marcher, c'est juste que nous, on voit pas le retour, mais nickel. Merci, la régie. Et puis oui, on ne serait rien sans les personnes de l'ombre. Donc, en plus, on a des invités ce soir, donc c'est cool, ça fait plaisir. Donc, en vrai, dans la coloc, on va l'appeler comme ça. Oh my God! Wow. Ouais, c'est vraiment cool. On décolle parce qu'on a un gros programme. Yep. Ça va être chargé, mais c'est ok. Ça va tenir. Ça va être cool. Ça va tenir. Donc là, on va commencer par le tour d'actu. Moi, je vais parler un petit peu du décès de Michel Pinson, qui était un sociologue français. Toi, tu as une news sur ce qui s'est passé en Guinée, avec le procès qui s'ouvre enfin après une tuerie du 28 septembre. Moi, je reviens sur le Burkina un petit peu rapidement, avec notamment les coups de feu qui ont été entendus ce matin dans le quartier qu'on va appeler présidentiel, même si le président est là depuis un petit coup d'État et que ça n'a pas vraiment amélioré la situation, visiblement. On va juste parler de ça rapidement. Je peux le faire, celui-là. Ouais, je peux le faire, celui-là. Vous haïssez Neymar sans savoir pourquoi. Eh bien, j'ai peut-être une raison pour vous. D'ailleurs, Neymar, donc on parle du joueur de foot brésilien qui est notamment attaquant vedette, une des vedettes du Paris Saint-Germain, le club français et le club parisien. Et puis on va finir avec le Bénin et les écureuils vont changer de nom. Ça veut rien dire là comme ça. Non, mais c'est la nouvelle sympathique de la semaine. Voilà. Moi, il a fallu creuser pour aller trouver une nouvelle sympathique cette semaine. Ouais, c'était un peu dark là, mais on a trouvé quelque chose puis c'est quand même cool. Ok, je commence avec le sociologue Michel Pinson qui est mort à l'âge de 80 ans.
Je vais juste vous lire ce qui était dit dans Le Monde et que je trouvais vraiment intéressant. Ancien directeur de recherche du Centre national de recherche scientifique, le CNRS, Michel Pinson était surtout connu pour ses travaux, et puis avec sa femme, surtout Monique Pinson-Charlot, les travaux sur les catégories des plus riches de la population, donc mené en tandem avec Monique Pinson-Charlot, et ils ont écrit notamment un livre qui a marqué un petit peu l'histoire de la sociologie française qui s'appelle Dans les beaux quartiers, publié en 89, ou encore Les ghettos du Gotha, qui a été publié en 2007. C'était vraiment des ouvrages emblématiques de la sociologie, et surtout ces deux personnes, ces deux sociologues nous permettent de mieux comprendre un petit peu qui sont les riches français. Qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs habitus, leurs habitudes, et je trouvais ça intéressant, surtout que c'est vraiment un monument, tu vois, de la sociologie française qui s'éteint, et c'était vraiment important ce qu'ils ont fait. Je vais mettre une petite nuance à ça, avec le fait que Monique Pinson-Charlot s'est faite piéger lors de la pandémie de Covid-19 par le documentaire Hold Up. Oui, en fait, il lui avait pas demandé pourquoi il l'a filmé ou dans quel cadre, et en fait, elle s'est retrouvée, tu vois, en interview dans ce documentaire complotiste de ouf là. Et donc ça a un peu entaché son image, tu vois, en général, mais ça ne change rien au combat qu'elle a porté. Donc là, on peut voir une photo de eux deux qui était à la fête de l'UMA, et je vais juste mettre en avant une citation de Michel Pinson. La compétence et le mérite ont été systématiquement mis en avant pour justifier les avantages des plus riches en déniant l'héritage et le privilège de la naissance. C'est surtout ça que nous apprend la sociologie. C'est que, étrangement, tu vois, le mérite, la méritocratie, ces choses-là, quand on regarde un petit peu comme eux l'ont fait, où en sont les riches et pourquoi ils sont riches, c'est pas forcément 100%. Lié à de la méritocratie. Je prends un cours d'intro à la socio tout de suite, en fait, et c'est exactement ça qu'on fait là. En gros, la prof dit, on va pas être méchant contre les riches, mais on est un peu méchant contre les riches. C'est en gros ça. Après, c'est bien. Moi, les riches qui assument et qui disent... Oh yeah, non, c'est ça. C'est pour dire, t'es pauvre parce que t'es lâche. Voilà. Non, mon papa est riche, je suis riche, c'est un état de fait. Ouais. C'est un peu ce qu'on va dire dans ta partie de chronique aussi, tu vois, aujourd'hui. C'est un état de fait, il s'est passé des choses. Ça. Mais on peut pas nier que le fait que tu aies eu des parents riches est influé sur le fait que toi-même tu sois riche. Et également viable pour si des pauvres. Enfin, si t'es moins aisé. Voilà, donc pensez à Michel Pinson qui est mort à l'âge de 80 ans. Ouais, donc là on va dans des actions un peu plus lourdes. Donc au Burkina, tir entendu près de la présidence à Ouagadougou. Je vais juste lire l'intro. Je vais lire le contexte en premier, en fait. Depuis l'an dernier, le Burkina est devenu l'épicentre des violences dans le Sahel, avec plus d'attaques meurtrières qu'au Mali ou au Niger en 2021, selon l'ONG ASLED. Plus de 80% des territoires hors du contrôle de l'État, selon les chiffres officiels. Donc déjà, on s'entend que... C'est marqué. Donc, c'est 40, mais en fait, en gros, l'État du Burkina ne possède plus son territoire. Et ils sont un peu en galère parce qu'il y a beaucoup d'attaques terroristes, etc. Et lui a fait un coup d'État sur la base de... La sécurité sera ma priorité. Et en fait, on se rend compte que ça marche pas vraiment. Turns out que les coups d'État... Des fois, ça marche pas. mais ça, donc en ce moment, c'est extrêmement dangereux. La situation est très volatile. Exact. Donc, on continue à avoir des violences dans ce coin-là. Ouais, c'est un peu la galère. On passe rapide à travers. Ouais. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé quand même. Ouais. À ce c'est à suivre. Je peux vous faire, moi, le massacre du 28 septembre en Guinée. Le procès s'ouvre enfin. Donc, un petit peu les éléments de contexte, le 28 septembre 2009, des milliers de personnes s'étaient rassemblées au stade de Conakry, qui est la capitale de la Guinée, pour exprimer leur refus d'une candidature à la présidentielle de Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte. La junte, c'est le groupe militaire qui prend le contrôle d'un pays, c'est pour ça qu'on l'appelle une junte et non pas un président, ou c'est vraiment voilà, c'est un groupe militaire qui prend le contrôle d'un pays. La manifestation avait été violemment réprimée par les forces de sécurité. Le procès très attendu s'ouvrait du coup le 28 septembre. Les présumés auteurs de violences commises au stade de Conakry le 28 septembre sont jugés.
depuis mercredi. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées durant cette journée. On parle de 156 personnes qui ont été tuées ce jour-là, 109 femmes violées, de nombreuses personnes battues. Il y a également des disparus parmi les manifestants. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment très attendu de la part du peuple guinéen, d'avoir un petit peu ce procès et de savoir surtout si Moussa Dadis Camara, qui est resté en place comme président pendant un petit temps, va vraiment être jugé comme il devrait l'être, en fait, puisqu'il était en charge, en gros, de la sécurité à ce moment-là. Donc ça, voilà. C'est à suivre aussi, mais on a hâte de voir important. s'il va payer. On va hâte de voir s'il va payer. Bam. Je peux le faire aussi, du coup. Mon Dieu. Avant les élections du Québec qui sont là le 3 octobre, le 2, donc dans très très bientôt. C'est ça. C'est les élections au Brésil, où il n'y a pas nécessairement notre meilleur ami qui est au pouvoir et voilà, ça continue. Donc là... Bon, j'ai intitulé ça, c'était pas le nom qu'avait donné l'humanité pour cet article. Vous haïssez Neymar Junior sans savoir pourquoi, voilà une raison. Eh bien, en fait, vous voyez la photo, il fait le signe 2 et 2, en précisant dans son discours de la vidéo qu'il soutient Bolsonaro, donc Jair Bolsonaro, qui est le président actuel du Brésil, président d'extrême droite, l'un des présidents qui a le plus accéléré la déforestation de l'Amazonie, notamment pour des raisons... financière, hein, on va pas se mentir. Notamment pour des questions, pour y faire paître du bétail, pour y mettre du soja pour nourrir ce bétail. Ouais. Et ça, c'est pas vraiment dans l'intérêt du peuple brésilien. En tout cas, c'est ce que disent les observateurs. Bolsonaro, c'est important de préciser que les footballeurs brésiliens ont fait un virage un petit peu à droite. Donc, il y a encore des footballeurs qui sont un peu dans la lignée de ce qui s'était passé avant, avec en gros être contre l'extrême droite, comme... Tout le monde devrait l'être un petit peu, sorry. Et en fait, c'est pas le cas sur ce qui se passe avec Neymar. Et alors, un fait qui est assez intéressant, la sociologie se penchera dessus sûrement un moment, mais c'est étonnant que des gens riches comme ça tiennent avec l'extrême droite. Étrange. Je suis un peu surpris. Mystère. Donc je le disais, il fait le signe 2x2. C'est le code qu'il faut taper dans les machines au Brésil lorsque vous votez pour voter pour Bolsonaro. Wow. Là où c'est pas anodin, c'est que Neymar a quand même énormément de visibilité sur ses médias sociaux. Et donc... ça risque d'avoir une influence. Je vais juste, pour les Français qui nous regardent, et puis peut-être les Brésiliens aussi, il y a de l'autre côté un autre candidat qui s'appelle Lula, qui a été mis en prison de manière illégale, selon la Cour suprême brésilienne. Et surtout, lui, il y a d'autres footballeurs qui, quand même... se manifestent pour lui, et je pense notamment à Julinho, qui était l'un des joueurs de Lyon, notamment. Voilà. Je pense qu'on va rester dans le football pour la dernière news. Mais en tout cas, voilà, Neymar, vous ne le haïssiez pas pour une bonne raison. Voilà peut-être une bonne raison, parce qu'il soutient un facho. Oui, puis un facho avec du pouvoir. Ça. Oui, voilà. Bon, on reste dans le foot, mais là, c'est notre spécialité. News un peu plus le fun, là. Donc, Bénin, les écureuils vont changer de nom. Donc, les écureuils, c'est l'équipe nationale du Bénin. Et, ça m'a fait découvrir qu'il y a des écureuils partout, ce qui inclut au Bénin, parce que sur le coup, je me disais des écureuils au Bénin, il y a des écureuils en Afrique, hein? Donc voilà, on apprend tous quelque chose. Mais ils se sont dit, on va peut-être changer de nom parce que ça fait pas très attaquant, ça fait peut-être pas gagnant, s'appeler les écureuils. En fait, ça vient d'un reportage que j'ai vu où il y a une vague en ce moment en Afrique de renommer les équipes d'après des animaux. Donc là, dans cet article ici, il parle de peut-être se renommer les cobras. Donc, pourquoi pas? Why not? Exactement. Il y en a qui s'appellent les léopards, etc. Donc c'est des choses un peu plus... Les fennecs d'Algérie. Je pense que ça s'appelle les fennecs en Algérie. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu moins attaquant que... Mais c'est plus attaquant qu'un... Oui, ça a l'air vénère, un fennec, hein, tu sais. Oui, quand même. Après, donc la symbolique de l'écureuil, c'était marrant, c'est parce que eux, ils disaient, je pense, que c'est la petite équipe du petit pays qui veut aller loin et qui veut aller haut. Ce qui est vraiment cute, et j'aime vraiment le sentiment, mais en même temps, en gros, ils disent tous, bon, c'est le temps de se trouver un autre nom. Yes. Donc, à suivre. Là, ils vont faire des... Ouais, c'est ça, ils vont décider, c'est le ministre des Sports, quand même. Ouais, genre, ils ont dit que ça allait être national ou même international comme processus pour changer de nom. Alors, peut-être qu'on pourra proposer des choses. Yes. Ouais. Est-ce que t'as un nom en tête pour l'équipe du Bénin?
Non, Moi, je veux dire que je... J'ai envie de mettre l'adjectif acadien à tout, donc ça va peut-être pas le faire. Tu vois, les pitons acadiens. Pour l'équipe du Bénin, c'est peut-être pas très pertinent, clairement. La citation de Steve Mounier, qui est attaquant béninois qui évolue à Brest actuellement, c'est « Le serpent est comme un symbole au Bénin. Il y a un temple du python au Bénin. Il y a une grande culture autour du python. Ils adorent les pythons au Bénin. » Peut-être verrons-nous du coup évoluer du mammifère avec ses grandes dents vers le reptile avec ses grandes dents. Qui bouffe le petit mammifère. Ouais, qui bouffe le petit mammifère. Ce sera un symbole pour le renouveau peut-être de l'équipe pour une future Coupe d'Afrique des Nations. Yeah! Go Bénin! Go Bénin. C'est des francophones, c'est des copains. Hein. Ouais! Allez. Alright, donc voilà. Alors à la place de qu'est-ce que c'est que cette merde, j'ai préparer quelque chose que j'appelle non mais sérieux. Non mais vraiment il faut qu'on en parle. Yeah. Et c'est un sujet un peu plus lourd, disons. Mais aujourd'hui au Canada c'est la journée de vérité et réconciliation. Donc moi ce que je demande c'est pour qui et pourquoi. Donc je vais vous faire un crash course colonialisme canadien. On va faire 500 ans d'histoire en très peu de temps. Alors, s'il manque des détails, soyez pas surpris. Mais bon, on commence donc il y a à peu près 500 ans, l'homme blanc débarque. J'ai appelé cette partie « Whiteys are coming ». Jacques Cartier, qui cherchait un passage vers l'Asie, à la place découvre des personnes qui sont là depuis environ 30 000 ans. Ça fait très très longtemps que les Premières Nations sont sur le continent nord-américain. Il embarque des enfants algonquins, donc un des peuples d'ici, pour les montrer au roi. Mais pour l'instant, il pousse pas trop. L'hiver, il fait froid. Il repart en France. Il va faire d'autres voyages, mais ça avance pas beaucoup plus que ça au niveau colonialisme. Bon, ensuite, c'est Take Two. Featuring Jésus. Alors, là, j'ai découvert, merci Google, cet incroyable visuel de cartes Pokémon avec Samuel de Champlain, que j'ai juste vraiment apprécié personnellement. Donc, à peu près 100 ans plus tard, Jacques Cartier débarque en Nouvelle-Écosse et s'y installe. L'hiver, il fait cruellement froid et c'est grâce aux peuples autochtones de la région, donc les Mi'kmaq, que lui et sa gang survivent. Entre autres, dans ses journaux, il parle de une sorte de tisane qu'il faisait avec du bouleau ou même des tiges de sapin où, en fait, il y a de la vitamine C et la vitamine C, ça aide à pas crever du scorbut, entre autres. Et aussi, il faut aussi dire que le fait que les Premières Nations ont vu des hommes blancs qui ont passé on ne sait combien de temps sur un bateau, donc ils devaient être absolument dégueulasses, débarquer et ils se sont dit, oui, on va les aider, ceux-là, c'est quand même... Ça montre quand même... le grand cœur, parce que franchement, si moi je voyais ces gens-là débarquer, je dirais, Garc, reste là-bas. Donc, en 1610, Champlain, lui, pour les remercier, offre de baptiser les Premières Nations pour qu'ils soient civilisés et sauver leur âme. Donc, pour lui, c'est un cadeau. Quand on regarde du recul, peut-être que c'est un peu fucké, mais bon. Donc, il baptise Mambertou, qui est baptisé Henri, ce que je trouve hilarant de passer de Mambertou à Henri. Mais c'est donc un grand chef Mi'kmaq. Et en 2007, donc quelques centaines d'années après sa baptisation, en fait, ou son baptême, il y a eu des grosses célébrations au Canada et je sais que j'étais un enfant puis je me disais « What the fuck is this? Pourquoi est-ce qu'on célèbre la christianisation? » Ou tu sais, anyways, c'est une autre histoire, là, mais bon, voilà. Donc, on passe avec du New Leadership, Scalp et Survie. Donc, en 1755, les Mi'kmaq se retrouvent dans une bataille de colonies adverses. Donc, c'est les Français contre les Anglais qui veulent être ici et ils sont sur le territoire des Mi'kmaq. Ils passent d'être des êtres un peu inférieurs ou qui ont peut-être pas d'âme, on sait pas, à vraiment être des pions et des ressources, that's it. Pendant la déportation des Acadiens, donc les colons français qui étaient en Nouvelle-Écosse, qui sont devenus un peuple et qui ont été déportés, c'est une façon gentille de dire on a voulu les anéantir par les Anglais, les Français qui sont dans le coin, s'ils peuvent, ils foutent le camp, sinon ils se cachent. En partie, ont survécu grâce à l'aide des Mi'kmaq qui les ont cachés, ou ils meurent. C'est chacun pour soi, en grande partie. Ici, on se trouve dans la même époque que la guerre de 7 ans pour les nerds d'histoire. Donc, dès que les Anglais deviennent maîtres du continent nord-américain, ça devient vraiment le style de colonisation
anglaise, qui est très, très, très hands-on, on va dire. On prend contrôle, on n'est pas gentil. Les Premières Nations at large deviennent des nuisances, des pestes à éliminer. Ce ne sont plus des humains, où on aurait plus le voir dans la colonisation française, pas pour dire que c'est bien un ou l'autre. Donc là, c'est USA versus Canada, avec même un petit featuring Hitler. Donc, juste pour donner un contexte plus large du continent, donc... Là, le Hitler. Mais donc, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de personnes. Donc, c'est un génocide total. On irradie autant que possible les Premières Nations. Il ne reste presque plus personne. Ceux qui restent aujourd'hui, c'est vraiment des survivants et c'est incroyable qu'ils sont encore là. Donc, le pas fun fact, parce que je voulais pas dire que c'était un fun fact, c'est pas le fun. L'inspiration pour le génocide des Juifs et autres minorités nuisibles du Troisième Reich. Ben voilà, Hitler était un fan de ce qu'ils ont fait aux Premières Nations aux États-Unis. Bravo, guys! L'histoire se répète. Who would have guessed? Donc, au Canada, on n'a pas assez de ressources humaines puisque c'est un énorme territoire et, ben, encore aujourd'hui, on n'est pas beaucoup comparé au montant de place qu'on a. On leur offre, entre guillemets, des réserves ou des terrains à eux. En fait, c'est vraiment pour les foutre quelque part dans un coin. Donc, c'est des enclos, on leur donne pas vraiment de ressources, ils doivent se gérer eux-mêmes, etc. Donc, on s'entend qu'ils survivent comme ils peuvent. Il y en a qui survivent mieux que d'autres, mais c'est vraiment, tu les pousses dans le coin. Prochaine étape, des camps. Je veux dire des réserves! C'est pas des camps, guys! Donc là, on est rendu en 1800, on saute quelques centaines d'années. Un gros morceau de l'Ouest canadien est, entre guillemets, vide. Donc, c'est là où il y a Gold Rush, etc. Les Premières Nations sont poussées dans les réserves qui sont créées au fur et à mesure qu'on veut du terrain pour les Blancs. Donc, si à un moment, on va dire, va dans ce coin-là, ben, si en fait, on réalise que dans ce coin-là, s'il y a peut-être des choses intéressantes, ben, on va dire, en fait, va par ici. Wow. Donc, c'est vraiment... on pousse les gens partout parce que, ben, on s'en fout. On crée aussi la majorité des traités. Donc, c'est des outils de colonisation que moi, j'appelle pacifiques, dans le sens que c'est pour donner une place? Ou même une illusion de genre, hey, je t'attaque pas, je te donne un document qu'on va discuter pour ensuite le signer, hey, on est amis. Mais en fait, les alliances sont pas respectées. Donc, tu sais, ça bof. Et en fait, c'est là où j'ai appris que la Gendarmerie royale du Canada est en fait pas officiellement, mais elle est créée pour gérer ça. Wow. Donc, pour gérer les traités. Pas ce que les Blancs font de mal, là, mais si jamais il y a quelqu'un dans une réserve qui fait quelque chose de pas bien, ça va être géré, là. OK. Et en fait, fun fact, ou pas fun fact, la Nouvelle-Écosse est dans les premiers traités qui ont été faits. Donc, pour les traités, c'est dans les entre guillemets meilleurs parce qu'ils voulaient pas créer une guerre en plus. Donc ils ont géré ça assez vite, mais en fait c'est vraiment premier arrivé premier servi. Le plus loin que tu vas ou le plus récent plutôt, ben c'est des moins bons deals. Donc ça s'empire. 1867, le Canada devient un pays sur papier. C'est aussi maintenant que le fédéral se donne le pouvoir d'être le seul palier du gouvernement à interagir avec les peuples autochtones. Donc, ils sont les seuls qui peuvent décider de quoi que ce soit. Il n'y a aucune autre autorité qu'eux. C'est aussi là où le ministère des Affaires est créé et aujourd'hui s'appelle encore Indian Affairs. Donc, on continue avec le terme indien, même si on n'est pas du tout en Inde. Canada, avec un C, ça mène à la création des pensionnats autochtones ou les écoles résidentielles. Donc, la création des écoles résidentielles ou pensionnats, c'est pour intégrer de force les Premières Nations dans la société canadienne. Le but, c'est l'assimilation totale. Ces gens ne sont pas civilisés, on a besoin de les aider, parce que c'est en tant que bons chrétiens, et donc, on va éliminer toute culture de quoi que ce soit qui sont là. Vraiment, c'est une quote qui est un peu contestée aujourd'hui, que ce soit cette personne-là qui l'a dit ou non, mais il y a des choses similaires qui ont été dites de toute façon. Vraiment, le but, c'est de tuer l'Indien dans l'enfant. Donc, on prend l'enfant quand il est jeune, comme ça on peut encore le sauver, parce que quand t'es un adulte, ben, c'est beaucoup plus difficile de t'assimiler. Là, on est rendu au KKK Canada, parce que c'est genre un peu ça. En fait, il y avait le KKK au Canada pour, entre autres, les Autochtones. Donc, yeah! Ça mène à la création donc, des pensionnats. Attends, en fait, j'ai mis 2 fois la même chose. Désolée. C'est 2 fois la même information. En fait, c'est un visuel que je trouve super important parce que ça a été utilisé dans des manuels d'école. Wow. Et donc, aujourd'hui, ça va être montré comme voici
qu'est-ce qu'on a fait aux Premières Nations et comment on a essayé de les effacer. Mais avant, tu vas voir dedans des manuels, voici comment on a aidé. Regarde, en gros, c'est un petit garçon qui arrive avec tous ses vêtements et toutes ces choses traditionnelles à ses longs cheveux. Et là, on lui chope les cheveux, on lui donne un petit costume. Il a l'air d'un bon petit blanc. Puis là, on l'a sauvé. Donc, vraiment dépendant de l'époque, c'est vu comme on l'a aidé. Heureusement qu'on a fait ça. Ou, ben, regarde... on a effacé sa culture. Donc, on continue. Eugénisme et enfants morts. Donc, l'eugénisme, eugenics, c'est vraiment cool et populaire à ce moment-là, puis on se lance à 200% dedans. Donc, l'idée que, ben, peut-être qu'il y a des gens qui devraient se reproduire ou non, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on préfère chez certaines personnes. Ben, on va penser peut-être à Hitler un petit peu dans ce sens-là, où les nazis, eux, sont allés au top de ça. Mais bon, c'est une science très populaire, science entre guillemets. Donc, depuis 1907, qui est quand même pas si longtemps après que la création des pensionnats s'est passée, on sait qu'ils sont dangereux pour les enfants. Le médecin-chef du Canada à ce moment-là, il y va et il voit les atrocités. Il y a des lieux sans supervision externe, lieux insalubres, nourriture infecte, violence psychologique, physique, sexuelle, etc. Donc, le médecin en chef publie un rapport au gouvernement qui l'ignore. Okay. Et vraiment, il y a des statistiques atroces dans ce rapport. Donc, lui, il se dit, mais non, mais je peux pas. C'est ma job d'être un médecin. C'est ma job de dire si quelque chose n'est pas correct. Donc, il va le publier pour le grand public. Et, ben, les Canadiens, c'est triste, mais écoute, je m'en fous un petit peu. Donc, il y a certaines quotes, mais en gros, il dit que dans une des écoles qu'il a visitées, il y avait un taux de mortalité jusqu'à 75%. Donc, il y a juste un quart des enfants qui survivent. On parle de morts. Dans ce rapport de 1907, Bryce établit que le taux de mortalité dans ces écoles est entre 14 et 24%, ainsi qu'un taux de 42% dans les réserves, en raison du fait que les enfants malades y sont renvoyés pour mourir. Donc, vraiment, il n'y a aucun respect pour la vie de qui que ce soit de pas blanc dans ces établissements. Double Down et Triple Down, 1920, les pensionnats deviennent obligatoires. Aucun enfant autochtone n'a d'autre choix. Donc, toutes les personnes autochtones qu'on va rencontrer aujourd'hui, dans leur histoire familiale, sont soit eux ou sont des descendants de personnes qui ont survécu à ces endroits-là. En 1930, le gouvernement ouvre un maximum de pensionnats, en total de 90 dans le pays. Les années 60 arrivent, on est rendu avec les hippies et les hypocrites. Donc, 1960, les pensionnats commencent à fermer. Yay! Mais en fait, maintenant, la population canadienne, si elle se dit, c'est quand même pas bien de traiter des humains comme ça, on a des hippies, c'est beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de mouvements pour l'égalité. Donc, il y a ce qu'on appelle le rafle des années 60 ou le 60s Scoop, qui est le gouvernement, entre guillemets, mais en fait, oui, kidnappe, prend les enfants autochtones et les met dans le système des familles d'accueil ou des orphelinats. Donc, entre 1960 et 80, il y a 20 000 enfants qui sont, en tout cas de ce qu'on a recensé, qui sont dans ce système-là. Et là, c'est un article qui est pris d'un journal de l'époque et c'est Brown Skin Babies Too Need Loving. Donc, c'est pour dire, ben, même les enfants bruns, ils devraient avoir de l'amour. C'est vraiment comme, on dirait qu'ils vendent des chiens. C'est right? Genre, dans le contexte de l'époque même, c'est quand même lourd. Ensuite, bon, en fin de compte, il faut qu'on se parle. 2008 à 2015, il y a eu la commission de vérité et réconciliation. Donc, en gros, c'était vraiment un groupe de personnes qui ont été mandatées par le gouvernement d'aller faire beaucoup d'entrevues à travers tout le pays avec des survivants de qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on règle ceci? La conclusion, c'était des étapes au gouvernement et au peuple canadien at large, de savoir comment vivre avec les Autochtones et être vraiment conscient de tout ça. Je finis avec quelques statistiques. Donc, dans les pensionnats autochtones, 150 000 enfants métis, inuits et membres des Premières Nations ont dû les fréquenter. C'est énormément d'enfants. C'est estimé qu'entre 3 000 et 6 000, ils sont morts, mais on a vu que pendant la pandémie, il y en a 6 000 plus qui ont été confirmés d'être morts, qu'on a trouvé
enterrés autour des pensionnats. Et on n'a pas cherché dans les 90 pensionnats. Non. On est loin d'avoir cherché. Donc, ça montre vraiment la largeur de l'atrocité que c'est. Il y avait cette statistique qui est sortie quand il y a eu les premiers corps qui ont été trouvés en 2020, si je ne me trompe pas. Et c'était 1 sur 25 a des chances de mourir dans des écoles résidentielles, mais 1 sur 26 des soldats de la Deuxième Guerre mondiale avaient une chance de mourir en y allant. Donc, en fait, les écoles résidentielles étaient plus meurtrières qu'aller se battre au front pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour donner vraiment une vision large de tout ça. Ouais. Donc aujourd'hui, bon, on a fermé les écoles. La dernière a fermé en 96. On avance tranquillement. On parle de ceci, ce qui est déjà énorme. Aujourd'hui, donc, c'est la journée du chandail orange qui a toute une histoire à elle-même, mais vraiment qui est faite pour parler de cette histoire et des répercussions. Mais on parle d'eau insalubre, donc non potable dans les réserves, et il y en a beaucoup, et le gouvernement ne fait rien. Les femmes et les filles autochtones sont assassinées, disparues. C'est le plus haut statistique qu'il y a au Canada. Donc, pour une toute petite population, il y a un très haut statistique. Même chose pour les personnes de Première Nation qui sont dans le système carcéral, où il y en a beaucoup plus. Il y a aussi la caricature des peuples autochtones qui sont alcooliques, etc., qui sont sur le chômage. Qui ne payent pas de taxes. Exactement. Et il y a la caricature, mais aussi la question, mais si quelqu'un a des addictions, en général, c'est parce qu'il y a comme une raison en arrière. Social. Exact. Donc, on parle de colonisation violente, on parle de génocide culturel, donc c'est effacer l'existence de culture. On parle d'assimilation forcée, d'enfants qui ne vont jamais rentrer à la maison, de familles brisées, de vies détruites, de traumatisme générationnel. On parle de racisme, mais on parle aussi de justice, de visibilité et de chandail orange aujourd'hui. Donc, voilà. Je finis avec quelque chose de lourd, mais avec de l'espoir, en se disant qu'il faut qu'on parle de ces choses. C'est difficile. Dans les images, là, on a quelque chose qui a fait beaucoup parler, et c'est que le pape est venu, en gros, s'excuser aux Premières Nations parce que ça a été managé par l'Église catholique. Donc, il y en a pour certains survivants que c'était énorme qu'ils viennent, et c'est très, très important. Il y en a d'autres qui se disent « Ouais, va-t'en », comme... Si tout ce que tu as à faire, c'est dire « je m'excuse, je veux pas ». Donc, voilà. Voilà, donc, voilà, vous pouvez déprimer maintenant. Yes. Mais, comme ça, maintenant, on a un contexte. Exact. Si on doit parler d'autre chose. C'était ça mon but. Merci, Mélo. On a un petit peu de temps, je pense. Est-ce qu'on peut revenir sur deux petites choses? Oui. Le chandail orange, cette histoire-là, est-ce que tu peux nous la raconter? Oui. Je ne sais pas si j'avais le temps, mais en gros, donc c'est en 2013, il y a une survivante qui a parlé de son expérience, puis elle a entre autres parlé du fait qu'elle osait plus porter d'orange parce que un jour, quand elle est allée à une des écoles résidentielles, la nonne qui s'occupait d'elle, lui a crié après, elle lui a dit non, tu peux pas porter ça. Et on n'est pas sûr pourquoi. Est-ce que c'était trop flashy? Est-ce que ça dérangeait? C'était pas assez catholique. Mais donc, elle lui a dit non, tu peux pas. Elle lui a arraché, on l'a forcé à mettre autre chose. Et pour elle, c'était un chandail que sa grand-mère lui a offert. Elle était super contente d'aller à l'école son premier jour, etc. Donc, elle n'a jamais pu reporter d'orange parce que c'était un trop gros traumatisme pour elle à chaque fois qu'elle le mettait. Et quand il y a eu une célébration pour les survivants, tout le monde a mis du orange pour lui dire « Hey, ça va. Maintenant, on peut. » Donc, c'est devenu vraiment de là. Puis ça vient juste de 2013, c'est pas si vieux que ça, non. Mais ça a commencé vraiment pour ce coin, sur cette école résidentielle-là, et c'est devenu un mouvement. Et aujourd'hui, c'est vraiment le symbole de on peut, on est là, parlons-en. Et soyons visibles aussi. Oui, pour en parler, ça donne l'occasion. Yeah, absolument. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est peut-être un ajout pour les personnes qui voudraient aller plus loin sur la question des eaux potables, notamment en Nouvelle-Écosse. Le très bon film et le très bon documentaire de Elliot Page, qui du coup est un néo-écossais. Et qui a réalisé ce super docu qui est encore dispo sur Netflix, je pense, notamment sur comment les Premières Nations... alors, ça parle de minorités visibles en général, ça parle des Afro-Néo-Écossais. C'est ça, c'est basé sur un livre d'une professeure
je sais plus quelle université de la province qui a vraiment fait une grosse recherche sur le fait que les minorités du coin vivaient à côté de dépotoirs, etc. Il y avait tous des plus grandes chances d'avoir des cancers, etc. à cause de l'endroit où on les avait un peu forcés à vivre. Et ce document il m'a vraiment marqué, tu vois, par exemple sur comment ça se passe en Nouvelle-Écosse, et le fait qu'il y a des histoires très récentes sur notamment comment les Premières Nations se sont fait arnaquer par des entreprises, tu vois. Alors dedans je spoil pas le documentaire, de toute façon il n'y a rien à spoiler, vous allez juste découvrir ce qui se passe, et c'était vraiment intéressant. Notamment une entreprise, une papeterie, si je ne dis pas de bêtises, qui va s'installer à un endroit, seulement c'est sur un territoire réservé, donc une réserve, je pense, c'est comme ça qu'on dit. Faut que j'améliore mon vocabulaire pour parler de ces sujets-là, mais ça me prend trop au trip à chaque fois. Bref, donc l'entreprise veut s'installer sur ces réserves. Toutes les personnes qui ont déjà vu marcher une papeterie, sorry, mais prendre des troncs d'arbres et sortir des feuilles de papier, c'est pas uniquement ça le processus. Non. Au milieu, il se passe une machine chimique un petit peu puissante et violente pour l'environnement. Un petit peu. Et donc, notamment, tous les rejets faits par ces entreprises vont aller directement... vont en être ce qu'on en fait, quoi. Et là, l'entreprise, elle, s'implante en Nouvelle-Écosse et elle doit demander un petit peu l'autorisation à la tribu et à la Première Nation qui est là. D'ailleurs, tribu, je sais même pas si c'est le bon mot, en fait. De toute façon, ici, c'est tous des membres des Mi'kmaq. Donc, c'est automatiquement des Mi'kmaq. Et donc, ils emmènent le chef de cette Première Nation-là visiter une station d'épuration au Nouveau-Brunswick. Pour lui dire, regarde, ça ressort de l'eau pure. Non mais à quel moment les exploitants blancs vont faire ça, tu vois? C'est atroce. Puis c'est vraiment comme et l'endroit... Ils l'ont vendu pour rien, du coup. Puis l'endroit où ils font leur mélange chimique, c'est ça, c'est l'endroit où ils pêchaient. Donc c'est un des endroits où pour eux c'était un endroit vraiment ancestral où t'allais passer ton temps, t'allais te retrouver dans la nature, t'allais pêcher, donc aller chercher de la nourriture, etc. Puis voilà. Alors là, le but de ce film, quand il a été fait par Elliot Page, c'était un petit peu d'interpeller Stephen McNeill, qui était le premier ministre de la Nouvelle-Écosse libéral de l'époque, qui devait faire respecter une décision de justice qui n'était pas respectée. C'est-à-dire que la papeterie a effectivement été condamnée, mais qu'elle émettait toujours et qu'elle travaillait toujours. Et donc, à quel moment c'est possible? Si la justice elle-même statue, et que les entreprises sont au-dessus de la justice dans ce genre de décision... Non, c'est atroce. C'est fucké, tu vois. Et ça polluait tout le Havre où c'était, comme ça polluait pas juste là, c'est juste que là, c'était plus horrible. Mais, puis ça a vraiment fait bouger. Si vous regardez... le documentaire maintenant, il y a plusieurs des choses qui ont été résolues en positif. Donc, si jamais vous déprimez après le film en voyant toutes les luttes qui se passent, vous pouvez aller chercher des nouvelles, puis il y a certaines choses où il y a des bonnes nouvelles, mais c'est vraiment important. C'est super important d'en parler. Si vous voulez un film sur les pensionnats autochtones, il y a un film qui s'appelle We Were Children, qui... moi j'ai beaucoup pleuré. Prenez des Kleenex, prenez des pauses, mais c'est un mélange entre documentaire et scripté, où vraiment c'est basé sur les expériences des deux personnes qui se sont interviewées. Et c'est vraiment bon, mais c'est lourd, là. C'est difficile. C'est pas facile de se documenter sur l'histoire. Tu vois, une histoire, d'autant plus une histoire comme ça. Non, c'est difficile, puis il y a aussi... C'est vraiment, vraiment récemment que... Il y a des gens qui en parlent depuis longtemps, mais qu'on laisse les gens vraiment en parler et faire des documents de qualité. Et c'est comme n'importe quelle atrocité qui se passe, là. Il y aura toujours une suppression, puis après ça, on dit, bon, OK, il faut qu'on en parle. Faut qu'on regarde. Mais c'est vraiment maintenant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on avance. Donc c'était bien que ce soit un vendredi, un petit peu, cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Merci Mélo pour ça. Je te propose de changer de sujet. On passe à un autre sujet léger, amusant. Léger, amusant. J'ai mis un... Alors, vous avez vu, j'ai changé les fleurs. Normalement, c'était des églantines rouges. Pour ceux qui ont la ref, c'est tant mieux. Pour les autres, finalement, c'est des coquelicots.
Ça, c'est joli. Ouais, c'est joli, bien. mais c'est nul en fait, parce qu'en plus, c'est une fleur symbole de l'Angleterre, tu vois, j'aurais peut-être pu faire mieux, tu vois, enfin bon, qu'importe, bref. D'où vient le Rassemblement National, que j'ai appelé un petit peu l'emballage du Front National. Notamment, c'est un parti fondé le 5 octobre 1972 par Jean-Marie fucking Le Pen, Jeanne au secours. Jeanne au secours. Un sample de Jeanne au secours, ça aurait été bien là. Mais il l'a pas fondé seul. Il l'a fondé notamment, donc avec d'autres cofondateurs, notamment avec Léon Gauthier, le nazi français. Cet homme est une ordure et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est un nazi. Ah oui, alors, non oui. Spoiler. Spoiler, c'était un nazi. J'ai mis sa bio parce que du début à la fin, elle est quand même intéressante. Mais attention, à ne pas confondre avec Léon Gauthier, son homonyme, qui lui était fusilier marin des forces françaises libres et qui est le dernier survivant des 177 Français à avoir participé au débarquement en Normandie. Donc lui s'appelle Léon Gauthier sans L. Wow. Exact. Mais nous, on va se concentrer plutôt sur l'autre enfoiré. C'est comme ironique. Ah ouais, bah ils étaient tous les deux français, tous les deux dans des camps opposés. Yeah. J'ai mis la bio de Léon Gauthier et je vais la lire parce que c'est vraiment important pour comprendre, non pas l'histoire de cet enfoiré, mais plutôt l'histoire contemporaine de ce qu'on est en train de subir dans notre Europe. Enfin, dans l'Europe, je dis notre Europe, sorry. Faut que j'arrête d'être inclusif avec les Américains du Nord comme ça, là, tu sais. Bah bref, en tout cas dans l'Europe de là-bas, là, de outre-Atlantique. Bah dans notre monde, là, on est tous connectés de toute façon. Exactement, on l'a dit, Neymar soutient des fachos aussi. Voilà, exactement. Donc tous les fachos sont connectés, il faut les déconnecter rapidement. Et pour ça, il faut comprendre leur histoire. Léon Gauthier, le nazi français. Donc je vous passe sa petite enfance, son enfance, blablabla. On va partir. Alors lui, il était quand même professeur de lettres classiques, il me semble, et il a étudié les lettres classiques. Il n'y a pas de mal. Non, c'est fine. Il n'y a pas de mal, mais par contre, si tu finis comme ça, si c'est mal. Oui, non. Là, ça dépend quelle lettre tu as étudié. Exactement. Alors, Contrôle Z, c'est une émission qui est internationaliste. Du coup, les pays, les origines, les nationalités, on s'en fout un petit peu. Mais là, quand même, dans ce cas précis, c'est quand même important. Mm-hmm. Quand ton pays est en guerre contre des nazis, c'est quand même assez important d'aller regarder. Surtout qu'à l'époque, même si la solution finale n'est pas connue en 1940, tu vois, on le sait pas encore exactement. Ils ont quand même envahi la Pologne, ils ont quand même... ils ont fait des choses pas bien, là. Exactement, déjà dès ce moment-là, tu vois. En mai 1940, Gauthier entre dans un bataillon de chasseurs pyrénéens. Il devient un proche collaborateur de Paul Marion, et le nom collaborateur est très bien choisi pour la suite. Paul Marion, c'était le secrétaire général à l'information du gouvernement du maréchal Pétain. Il était chroniqueur à Radio Vichy. Ça quand même... T'es chroniqueur à Radio Vichy, ça te met tout de suite dans un personnage, tu vois. Bah à l'époque non, mais maintenant en tout cas on sait qui c'est, tu vois. Et il est l'un des fondateurs de la milice française. C'est notamment la milice qui aidait les Allemands à aller choper des Juifs. Shit. Oui. C'est que le début de son parcours. On continue. Il combat sous l'uniforme allemand, tu vois, genre directement. Donc là, vous avez une photo de lui en uniforme de SS, carrément. Il est dans la Waffen-SS avec le grade de Untersturmführer. Je n'ai pas la traduction française, mais ça avait l'air d'être un truc d'enfoiré. Et commande une unité française de la division Charlemagne sur le front de l'Est durant l'été 1944. La division Charlemagne, ce sont des Français qui ont déjà avec ce nom-là. Non, mais Charlemagne. Non, mais il a inventé l'école, c'est trop bien, Charlemagne. C'est ça la chanson. Non, la division Charlemagne, c'est une division française de nazis qui choisissent de rejoindre l'Allemagne plutôt que se barrer, être prisonnier ou ne pas se battre. Wow. Tu vois, ils choisissent de prendre le camp de l'ennemi. Et ils se trouvent emmerdés. À mon avis, le front de l'Est en 1944, c'est pas la joie. Tu sais, on connaît Stalingrad, on connaît la Russie qui à ce moment-là en plus décide, la Russie communiste, de pas trop se laisser emmerder et commence à reprendre un peu des forces. Il est grièvement blessé au combat en Galicie. Il est frappé d'indignité nationale, pardon. Mais d'ignominie, ça aurait pu être aussi. C'était ignoble. Donc, à la fin de la guerre, il est frappé d'indignité nationale. Il est emprisonné et condamné aux travaux forcés en 1946. Pauvre Léon. Léon. Mais il sort que 2 ans plus tard. Ça va. Ça va. Et ensuite, il travaille pour l'agence Havas, qui est une agence de communication, de publicité, etc. Voilà. Intéressant à savoir parce que son parcours va continuer. Par la suite, il cofonde avec Jean-Marie Le Pen la maison d'édition SERP.
donc la société d'études et de relations publiques qui se spécialise dans l'édition de disques historiques, discours politiques, chants militaires. Tu vois malaise. Est-ce que tu la vois? Non, malaise. Malaise. Donc, tu vois, c'est un peu un... Genre, c'est neutre, mais dans le contexte, ça l'est vraiment pas. Non, mais relations publiques, les gars, tombez jamais dans le panneau. Relations publiques, c'est de la propagande pro quelque chose, la plupart du temps. Enfin, Ouais. Je veux pas dire que je travaille en relations publiques, mais un petit peu, tu vois, mais en gros, mais toujours pour le secteur public. Donc ça va. Toujours pour l'intérêt général, très important. Maintenant, c'est la partie intéressante du truc. Enfin, même si avant... Oui, mais c'était vraiment douteux, bien. Là, c'est douteux, un Français qui s'habille en Asie pour aller, tu vois, pour aller combattre ses propres compatriotes et pour livrer des Juifs. Surtout, ça, c'est un peu douteux. Ouais. Non, la seconde partie, c'est qu'en 1972... il compte parmi les membres fondateurs du Conseil national du Front National, sans avoir de responsabilité particulière. Après avoir milité quelques années au FN, il écrit épisodiquement dans Rivarol et il est progressivement écarté du cercle des amis de Jean-Marie Le Pen au début des années 80. Faut dire que quand tu essaies de te racheter une image, c'est un peu gênant d'avoir un ancien SS dans ton groupe. Par la suite, il se consacre notamment à l'écriture de mémoires et de souvenirs. Donc là, on pourrait s'arrêter là. La fin de la phrase, c'est « revenant sur son passé de collaborationniste ». Léon Gauthier, quand même, ça nous dit quand même beaucoup de choses. Parce que... Non, mais c'est un parcours quand même... Pas du côté positif, mais c'est intéressant. Non, mais c'est un mec qui a traversé l'histoire et surtout qui nous amène la plaie, tu vois, maintenant. C'est pour ça, j'ai beaucoup, en plus, d'amis qui ont une sorte de un petit appétit, tu vois, pour les batailles de la Seconde Guerre mondiale, blablabla, tu vois, notamment le débarquement en Normandie, qui vont visiter les plages et tout, tu vois, et qui votent Front National. Guys, ça a été fondé par un nazi. Un nazi, tu vois, mais genre, littéralement, mais là, genre tu sais, pas, comme... C'est pas genre quand on dit, oh, lui, lui, il est raciste, c'est un nazi. Ouais, non. Peut-être que c'est vrai, mais non, mais... là, c'est un vrai nazi. Il a son uniforme et tout, là. Là, c'est un mec qui a livré des juifs. Fuck. C'est un gars qui s'est engagé contre son propre pays pour livrer des juifs et pour faire gagner le Troisième Reich. Bref, guys, je voulais vous parler de ce gars-là avant notre petite pause. En fait, il était peut-être fan des pensionnats autochtones. Là, regarde, on a quand même un lien. Non, oui, on a fait un lien. Non, mais... Neymar, pensionnat autochtone, nazi. On a loop, là. Ouais, le point Godwin est rapidement invoqué. N'empêche que là, c'est pour la bonne cause. Je pense qu'on en a fini là. J'ai peur de passer le truc suivant. Je sais plus si j'ai mis un truc, j'ai rien mis. Je pense que c'est tout. Je crois. Ouais, c'est tout, c'est fini. Non, ok. Tout va bien. C'est bon, c'est fini. Et tu te rends compte, on a fait à peu près 1 heure. Yes. Regarde, on a réussi. Ok. Alors, c'était un peu lourd. Ouais, désolé. Donc là, la pause, c'est pour vous relaxer le cerveau. Exactement. On va se prendre 10 minutes et on va ensuite jaser avec Ludmila qui nous parle de Montréal et on va parler des élections au Québec et notamment les candidatures intéressantes d'un parti qu'on suit d'assez près puisqu'il est le moins éloigné, dirons-nous. Oui, voilà. Le plus éloigné de tout ce qu'on vient de décrire avant. Quand même, tu vois. Oui, et le moins éloigné de... Ce qui est quand même rassurant, là. Il y a des nazis partout, faut faire gaffe. That's true. Mais non, mais pas là. Bon, en tout cas, normalement, non. À ce qu'on sache, c'est ça, il n'y a aucun nazi là. À ce qu'on sache, non. Donc du coup, on va se faire une petite pause de 10 minutes et on se retrouve pour parler avec Ludmila pour cette deuxième partie d'émission. Ça va être la première fois où on va avoir un invité. Donc soyez indulgents, on essaie de faire tous les réglages possibles, on essaie d'être bon. On a un technicien de renom, de talent, dans nos cœurs. Qui est en train de me faire un doigt d'honneur. À toute la pause.